Bonjour Ariane Lejeune, merci d'avoir répondu favorablement à l'invitation de Éduc Action ou l'éducation en action. Éduc Action ou l'éducation en action est une coproduction de Malisa Capital TV et d'Éduc Nation Consulting Inc. Ariane Lejeune, vous êtes psychoclinicienne, vous êtes aussi psychosociologue et vous vous intéressez particulièrement au monde du travail. Oui, bonjour Bertrand et merci pour l'invitation. Effectivement, je suis psychologue clinicienne du travail et je suis également psychosociologue. Donc, ce sont deux formations particulières et pas forcément très répandues dans le champ des intervenants dans le monde du travail. Voilà, vous êtes formatrice, vous êtes coach, vous avez votre cabinet de consultation en psychologie dans la région de Valence. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot un peu sur votre cabinet, sur vos activités, Ariane? Eh bien, moi, j'ai été formée donc à la psychologie du travail au CNAM, donc au Conservatoire national des arts et métiers à Paris. J'y étais à l'époque. Et cette formation est particulière en ce qu'elle elle se focalise sur l'intervention auprès de collectifs dans les milieux de travail. Donc, je suis formée à intervenir dans les milieux de travail et puis en tant que psychosociologue, je suis aussi formée à l'intervention, alors dans tout milieu, mais c'est vrai que j'interviens plus particulièrement dans les milieux de travail. Ensuite, moi, j'ai fait une seconde formation, un diplôme universitaire ou l'équivalent, donc toujours au CNAM à l'époque, avec Christophe Dejour que j'avais déjà eu en prof dans mes études initiales, et puis Marie Peset sur la psychopathologie du travail et la prise en charge individuelle en tant que consultation effectivement plus classique de psychologue, mais toujours sur l'objet travail. Voilà, je voudrais préciser que Valence, comme notre public le sait, juste au cas où, n'est-ce pas, Valence, c'est en France, n'est-ce pas? Valence en France, voilà. Alors, une fois de plus, merci. Nous souhaitons discuter avec vous, Ariane, de ce chamboulement depuis l'apparition de ce vilain virus, comme j'aime à l'appeler, notamment depuis le mois de mars, tout particulièrement, pour ce qui est de l'Europe, en tout cas, de l'Amérique du Nord et de l'Afrique aussi, en Asie, ça a commencé un peu plus tôt dans certaines régions, comme nous savons. Euh, Première question un peu personnelle, Ariane, comment avez-vous vécu, vous? Parce que vous travaillez, vous êtes à votre propre compte, mais vous travaillez. Comment avez-vous vécu tout ce bouleversement? Moi, je l'appelle bouleversement. Vous nous direz si ça en est un ou pas et jusqu'à quel point, personnellement, comment l'avez-vous vécu? Alors, eh bien, moi, j'étais confinée, puisqu'en France, nous avons été confinés près de 2 mois. Donc, moi, j'étais confinée chez moi, à côté de Valence. Les impacts sur mon activité ont été que mon activité s'est quasiment complètement arrêtée. Hein. Et donc, nous avons avec des collègues, à la fois psychologues du travail, mais aussi beaucoup psychosociologues, nous avons mis en place très rapidement entre nous des groupes réflexifs, des groupes de réflexion, des groupes d'échange de pratiques, de paroles, etc. Et donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir 3 groupes de ce type avec 3 groupes de collègues différents par semaine. Donc, j'estime que j'ai passé les 2 mois de confinement quasiment en formation pour moi-même. Donc, ça a été très précieux sur le plan professionnel. Mais ce qui est ressorti de nos réflexions, c'est quand même que par rapport à nos interventions habituelles où on intervient dans une institution, ça peut être une entreprise, un hôpital, une structure médico-sociale, etc. Eh bien là,
l'intervenant vit la même chose, toujours avec des guillemets bien sûr, mais la même chose ou est traversé par les mêmes choses que les personnes qu'il rencontre et auprès desquelles il intervient. Et donc ça, nous n'avons pas encore terminé d'en tirer les enseignements ou de voir ce que ça change dans nos interventions, de traverser les mêmes choses, bien sûr, avec des modalités singulières, hein, chacun est singulier, mais cette crise qui est inédite hein, dans le monde moderne, hein, tel qu'on le connaît habituellement, eh bien, elle vient percuter les publics auprès desquels nous intervenons, mais elle vient aussi nous percuter, nous. Et donc, toute la question, et les questions qui se sont posées avec mes collègues, c'est comment on peut faire intervention, comment on peut faire tiers, puisque l'intervenant est un tiers externe, dans un cadre de partager les mêmes choses ou d'avoir vécu plus ou moins bien évidemment, hein, puisqu'on est comme tout à chacun, cette période de confinement et me concernant d'un quasi-arrêt d'activité. Voilà, merci, merci Ariane. Alors, vous avez fait allusion à la période du confinement. Nous savons qu'aujourd'hui, euh, dans quasiment tous les pays à notre connaissance, c'est le déconfinement plutôt, progressivement, et selon les pays. Nous allons en parler. Commençons par parler, Ariane, si vous voulez bien, de la période du confinement. De cet arrêt que je qualifierais, moi, de brusque, en tout cas, qu'on n'a pas véritablement vu venir, où quasiment tout, sauf les services essentiels, étaient à l'arrêt, où les travailleurs, les travailleuses devaient rester à la maison avec les enfants, etc. Souvent, les enfants, quand ils sont jeunes, devaient poursuivre les études. Dans certains cas, parfois, c'était quasiment arrêté. Euh, Quels sont les changements là? Là, je parle du mois de mars, avril. Là. Quels sont les changements auxquels les travailleurs, les travailleuses ont dû faire face? Alors moi, il me semble que ces changements sont de plusieurs ordres, avec notamment, donc pour certains, l'arrêt brutal de leur activité, soit parce que les entreprises se sont arrêtées, soit parce que c'est des personnes qui ont qui étaient à risque, donc qui ont dû s'arrêter, se mettre à l'écart. Donc ça, c'est une première chose. Et que produit l'arrêt d'une activité? Eh bien, produit parfois de la culpabilité, parfois un sentiment d'inutilité, puisque le travail, c'est bien être utile au monde. Donc ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, pour ceux qui ont continué à travailler, ce qu'on a appelé peut-être, faudrait-il mettre des guillemets, télétravail, eh bien, une forme de travail à domicile, le plus souvent, bien évidemment, impréparé, puisque les choses se sont passées de manière assez rapide. Euh, et donc, où les personnes ont eu avec plus ou moins de bonheur des outils pour pouvoir travailler de chez eux, des outils informatiques, d'Internet, etc. Mais peut-être certains n'avaient pas et travaillaient depuis leur ordinateur personnel quand ils en avaient un. Et avec la réunion par Zoom et les enfants sur les genoux avec les devoirs à faire ou les enfants qui passent parce que les enfants étaient aussi à la maison. Donc, ce qui a engendré un bouleversement dans le rapport au travail, le rapport aux collègues et le rapport au collectif, mais aussi peut-être une porosité encore plus grande entre la vie professionnelle et la vie personnelle, puisque beaucoup de parents ont fait état, bon, déjà que l'école, c'était très compliqué à faire à ses enfants et louent depuis lors les professeurs qui ont une grande patience, mais aussi ce mélange, puisque souvent, parfois, l'ordinateur était l'ordinateur du travail, donc il servait aussi bien pour faire l'école que pour travailler ou essayer de travailler, puisque des enfants en bas âge, ben, ça bouge, ça a besoin de bouger. C'est difficile de leur faire comprendre qu'ils doivent rester sagement assis dans un coin pendant que maman ou papa travaille, il fait des choses sérieuses. Voilà, vous avez parlé de ce mélange entre la vie professionnelle, la vie personnelle. Ce qui me fait penser à, je viens de la littérature hein, au départ, ensuite l'éducation et tout le reste, à des romans fantastiques, hein, Guy de Maupassant ou Gérard de Nerval, Aurélia, où il y a ce mélange hein, du surnaturel avec le réel. C'était un peu ce genre de mélange. Je me permets de faire des comparaisons ici, évidemment. Et si vous me permettez de partager ça,
parmi mon réseau de contacts une femme qui a dû se hâter là, de s'acheter une maison dès que les transactions ont été euh, réadmises, ont été permises à nouveau. Parce que justement, elle n'était pas préparée à ça et parce que son milieu familial, son espace ne se prêtait pas au travail. Il fallait qu'elle travaille à travers Zoom, vous l'avez dit, qu'elle mette la caméra et donc qu'elle laisse entrer les gens chez elle en quelque sorte. Et puis, voilà, petit appartement, les enfants qui crient. Et il fallait un espace beaucoup plus convivial, beaucoup plus correct, entre guillemets, pour pouvoir le montrer aux autres. Alors ça, voilà un petit exemple de ce que vous venez d'expliquer à Ariane. Puis est arrivé le déconfinement progressif. Et nous sommes encore, évidemment, ça dépend des pays, mais nous sommes encore dans cette phase de confinement où certains vont au travail, d'autres pas encore selon les entreprises, selon les services. On note ici et là une forme de résistance chez certains travailleurs, travailleuses au retour au travail. L'avez-vous constaté vous aussi et comment l'expliquer? Bah, moi, ce que j'ai compris pendant enfin, de cette période de confinement, c'est elle est venue bouleverser tous nos repères, hein, nos repères professionnels, nos repères familiaux aussi, sans doute. Et beaucoup de personnes, donc des personnes, y en a qui ont travaillé énormément pendant le confinement et d'autres, dont l'activité s'est arrêtée, ont beaucoup moins travaillé, ont eu plein de temps libre. Et en tout cas, euh, même ceux qui ont travaillé énormément pendant le confinement, ils n'avaient pas le transport, hein, le temps de transport pour se rendre à leur travail puisqu'ils travaillaient de chez eux. Et donc, beaucoup de personnes se sont dit, peut-être on a envie de reprendre, mais peut-être pas de la même manière que précédemment. On n'a peut-être plus envie de courir autant. On a peut-être envie d'accorder de l'importance à d'autres choses que le travail, le sacro-saint travail. En tout cas, en France, le travail est vraiment revêt une importance particulière dans la vie sociale, hein, puisque l'on dit que les Français sont ceux qui sont parmi les populations les plus attachées à leur travail. Hein, donc des personnes ont envie de remettre un petit peu les choses à une autre place. Beaucoup de personnes se sont posées des questions d'ordre écologique, d'ordre de l'utilité sociale. Certains auteurs, dont notamment Dominique Méda, qui est enseignante, qui est professeure à l'Université de Paris-Dauphine, eh bien, a publié pendant le confinement un article sur la question de la réévaluation de la hiérarchie des métiers. Hein, donc, que cette hiérarchie des métiers serait un construit social et que peut-être la caissière du supermarché ou le livreur de colis à domicile, eh bien, peut-être a plus d'importance que certains autres métiers ou en tout cas a une importance renouvelée. Hein, des choses comme ça. Donc cette question du confinement et du déconfinement, pour beaucoup de personnes, ont fait état que le déconfinement était plus difficile que le confinement. C'est-à-dire que les personnes ne voulaient pas recommencer comme avant. Donc c'est un peu comme si elles traînaient des pieds pour recommencer comme avant, dans les mêmes conditions, dans le même monde, la même vie qu'avant. Et donc, le déconfinement a été souvent un peu délicat pour les personnes. Il s'agissait de retrouver du collectif, mais pas le même collectif, puisque, en tout cas en France, quand on retrouve ses collègues, là, depuis quelque part au mois d'août, ou fin août, le masque est obligatoire, donc ce ne sont pas les mêmes rapports, voilà. Donc, beaucoup de choses ont changé entre ceux qui sont là, ceux qui ne sont pas là, ceux qui sont en télétravail, l'entreprise du voisin qui, elle, est en télétravail, alors que mon entreprise ne l'est pas. Hein, ça induit des bouleversements, des différences et des choses pas très stables, encore mouvantes. Okay. Effectivement. Donc, les travailleuses ont eu le temps par la force des choses, nous le savons, de penser à eux, de penser à elles, de penser à la nature de leur travail, de se demander si il ou elle voulait vraiment continuer dans cette direction-là. Et comme vous le disiez, il y a comme ce changement de lien, de rapport entre l'être et le travail. Et jusqu'à quand, à votre avis, là, jusqu'à quand et jusqu'où cette tentative de redéfinition là, de la relation
être humain travaille, jusqu'où cela pourrait nous mener? Comment entrevoyez-vous cela? Bien, moi, il me semble que là, en ce moment, nous sommes pris dans de multiples contradictions. Bon, ça, c'est assez inhérent à l'espèce humaine, mais en ce moment, nous sommes pris dans des contradictions que je dirais de l'ordre de nos désirs en tant qu'être humain, hein, ce que je viens de dire et ce que vous avez souligné, des contradictions avec des choses de l'ordre de l'écologie, de la survie de la planète, hein, qui sont des choses un peu plus larges, mais qui quand même sous-tendent aussi certaines de nos actions ou en tout cas nos pensées, sont présentes dans nos pensées, et quelque chose d'assez concret qui est assez fortement martelé, que ce soit par les gouvernements, nos gouvernants ou par les médias, qui est de l'ordre de l'économique et de la crise économique. Donc je ne sais pas si cette réflexion sur quel travail voulons-nous, qui est une réflexion qui vient derrière quelle vie voulons-nous pour nous et nos enfants, hein, c'est-à-dire ceux qui viendront après nous, quel travail on veut, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui serait bon de faire pour sauver la planète. Je me demande si elle ne va pas être percutée, voire arrêtée par des questions d'ordre économique qui sont quand même bien réelles, hein, pour toute une partie de la population, en tout cas si je parle de la France, mais on entendait bien dans les médias, dans d'autres pays où il y a beaucoup plus de travail informel, eh bien, confiner les gens, donc ce travail informel, c'est ce qu'on appelle en France du travail au noir, donc il n'est pas déclaré, donc les gens n'ont pas d'aide sociale, eh bien, pour ces personnes-là, arrêter de travailler renvoie à la pauvreté et une précarité encore plus grande, donc ces personnes sont obligées ou se sentent obligés de travailler pour nourrir leur famille. Donc on est pris entre de multiples tensions d'un ce qui serait bien par rapport à des valeurs ou des souhaits par rapport à des valeurs, et puis toute une pression économique qui va dans le sens aussi de la société dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes dans un monde capitaliste où la recherche du profit est aussi quelque chose d'important ou en tout cas de prégnant dans nos sociétés. Donc tout ça vient s'entremêler et quelles forces vont pouvoir présider, vont pouvoir ressortir de cela. Peut-être que ces réflexions aussi sont des réflexions de pays riches ou de pays plus riches où l'on a le choix de se dire je veux travailler moins, alors que peut-être dans d'autres endroits ou pour d'autres populations, même en France d'ailleurs aussi, eh bien on ne se pose pas ces questions, on se pose juste la question de je veux travailler, j'ai besoin de travailler. Donc ce sont aussi, il me semble, des réflexions qui mériteraient d'être menées, mais il n'est pas certain qu'elles soient menées jusqu'au bout et qu'elles Voilà, débouchent sur quelque chose de tangible. tout à fait. Parlons un instant, Ariane, du télétravail. On vante beaucoup les avantages du télétravail. C'est bon pour l'environnement. Voilà, on est à la maison, on peut peut-être s'occuper davantage de questions personnelles, familiales, etc., etc. Je trouve qu'on ne parle pas assez des risques du télétravail, parce qu'il y en a quand même. Est-ce que vous voulez nous en dire plus sur le sujet? Oui, effectivement, le travail est un des grands lieux de socialisation de l'être humain adulte, hein, de nous autres adultes. C'est bien le lieu où l'on rencontre ses collègues, où on fait œuvre commune, hein, dans une entreprise. Si on fabrique des voitures, eh bien, on est en commun pour fabriquer les voitures que les clients vont pouvoir conduire et donc que l'on espère être une bonne voiture, hein. Et donc, le télétravail, par son côté commode sur plein notamment de problèmes logistiques, ça a l'air commode parce qu'on n'en a plus à prendre des transports en commun, souvent bondés, et aujourd'hui vus comme dangereux pour la propagation du virus. Voilà, on n'a plus à aller dans sa voiture et dépenser de l'essence, donc effectivement, ça paraît moins polluant. Et parfois, on est aussi isolé de ses collègues quand on était en difficulté avec ses collègues, hein. Pour certains, ça peut être intéressant. Mais le télétravail empêche, à mon sens, toute cette socialisation autour du travail. C'est-à-dire que moi, je l'ai vu, je l'ai expérimenté moi-même. Quand je suis au travail
quand j'étais au travail avec mes collègues pendant le confinement, hein, que j'ai beaucoup apprécié, eh bien, je n'avais plus ce petit mot. Ah bah alors, quand tu m'as dit que tu es allé soit intervenir, soit en vacances à tel endroit, comment c'était et puis le petit dernier, comment il va. On n'a plus ces petits échanges qui ont l'air anodins, qui sont tout à fait informels, mais qui entraînent aussi sur le chemin d'un échange sur le travail, très souvent. Hein. On peut parler d'autres choses et puis on vient aussi parler du travail de manière informelle. Donc il n'y a plus ces côtés socialisation, ce côté informel. Et donc le télétravail peut renvoyer l'individu à lui-même et donc à une forme d'isolement et donc de précarisation, comme Daniel Linhart parle de précarisation subjective au travail. Hein, l'individu, il est seul derrière son écran. Et tout le monde n'a pas un lieu accueillant et propice au travail. Il y en a qui travaillent dans leur cuisine, dans leur salon, dans leur chambre, enfin voilà, ou dans la chambre de leurs enfants. Enfin, c'est pas forcément propice pour tout le monde parce que ça nécessite d'avoir une pièce de plus et l'immobilier en France peut coûter très cher, notamment dans les grandes villes. Hein. Je cite Paris, mais aussi dans d'autres grandes villes. Donc c'est pas évident pour tout le monde. Et puis on a plus ce côté je suis avec mes collègues. Voilà, donc ça peut renvoyer à des dangers de l'ordre de l'isolement et de la désocialisation, du délitement, peut-être conduire à une accélération du délitement des collectifs de travail. Voilà. Donc, beaucoup de risques à mettre sur la balance, à considérer lorsque vient le temps pour une entreprise ou pour un employé, une employée de choisir entre euh, télétravail virtuel ou bien travail au bureau. Est-ce que l'idéal, Aria, ne serait pas, exemple, si on travaille 5 jours par semaine, là, du lundi au vendredi, peut-être 3 jours au bureau et 2 jours en télétravail? Qu'est-ce que vous pensez de cet équilibre-là? Ben, en fait, moi, il me semble que tout d'abord, ce n'est pas possible pour tous les métiers. Hein. Moi, j'interviens auprès d'agents d'accueil dans des services publics. Donc pour eux, ce n'est pas tellement possible, hein, puisqu'ils ont plutôt un travail d'accueil que de travail de back-office, de gestion de dossier par derrière. Donc ça, c'est pas forcément possible. À la caissière du supermarché, c'est pas possible non plus, hein, ou le livreur non plus. Et moi, il me semble que ça peut dépendre chacun peut être différent, donc ce qui renvoie à la question de créer une loi ou créer des accords d'entreprise pour tout le monde, ça ne convient pas forcément à tout le monde. Hein. Alors il y a par exemple notamment des cadres ou des encadrants, des managers qui sont, quand ils sont au travail, ils sont pris dans plein de réunions, ils sont tout le temps sollicités. Et bien pour ces personnes-là, passer 1 à 2 journées par semaine au travail en étant moins sollicité, mais en étant toujours quand même disponible ou joignable par téléphone notamment, eh bien leur permet d'avancer sur des dossiers toujours en retard, dossiers qu'ils ont de toute manière à traiter, qu'ils ne traitent pas de manière satisfaisante parce qu'ils sont toujours sollicités et interrompus. Ça pose vraiment la question des modes de travail et peut-être de l'interruption. Quand on est à son travail, on est très souvent interrompu et le télétravail permet aussi de se préserver de cela. Ça permet peut-être aussi un repos ou une voie de dégagement pour des personnes qui sont mal à l'aise dans leur travail ou leur collectif de travail, mais pour autant, ça ne résout pas les problèmes qui ont créé ce mal-être. Donc, ça peut peut-être donner l'impression de quelque chose de plus apaisant, mais ne vient pas régler le problème en tout cas.